Cette photo a été prise devant le dispensaire de la goutte de lait à l'hôpital Sainte-Justine sur l'avenue de Lorimier à Montréal en 1912. On y voit des enfants faisant la file avec leur panier de bouteilles de verre vides qu'ils échangeront contre des bouteilles remplies de lait pasteurisé. Les gouttes de lait et autres cliniques communautaires du même genre ont notamment contribué à la diminution du taux de mortalité infantile dans les villes au tournant du 20e siècle. Dans le contexte de la lutte contre la mortalité infantile, la faible scolarisation des mères, particulièrement catholiques, et leur recours au biberon de lait de vache sont montrés du doigt par les professionnels de la santé. Ce sont surtout les femmes de classe sociale ouvrière et défavorisées qui doivent être sensibilisées aux bonnes pratiques en matière d'hygiène, croit-on. Les principes de la désinfection et de la stérilisation leur sont inconnus. Par ailleurs, on sait que le travail de la mère est bien souvent essentiel à la survie des familles, qu'ils soient domestiques ou à l'extérieur du foyer. Les mères canadiennes françaises, même si elles initient l'allaitement, allaitent pour une très courte période. Elles auront donc tendance à remplacer le lait maternel par un biberon de lait de vache et même à sevrer précocement leurs nourrissons en introduisant de la bouillie, composée de farine et de lait de vache. Et malheureusement, ces familles optent pour des laits à faible coût qui sont généralement de qualité douteuse, faute de pasteurisation notamment. Pour tenter de diminuer cette mortalité infantile, on mise sur l'éducation des mères. L'objectif est double: les informer des bonnes pratiques d'hygiène et de soins aux nourrissons et exercer le contrôle nécessaire pour qu'elles appliquent ces bonnes pratiques. Pour ce faire, dès la fin du 19e siècle, les médecins créent des cliniques privées où ils vont recevoir les femmes et les enfants pour procurer des conseils par le biais de visites médicales gratuites et de pesées. D'ailleurs, la pratique de la pesée était inconnue jusqu'à ce moment. La stratégie est simple. La mère fréquente plus souvent les cliniques pour faire peser son enfant, le poids étant un indicateur de son état de santé. On profite de cette occasion pour transmettre des informations et faire un suivi de santé de l'enfant. La gratuité est un élément essentiel du succès de ces cliniques à une époque où les soins de santé ne sont justement pas accessibles aux moins fortunés. En 1894, les premières gouttes de lait voient le jour en France et elles gagnent rapidement en popularité au Québec dans les années qui suivent. En plus des consultations médicales gratuites, de la vaccination et des conseils d'hygiène, les mères peuvent s'y procurer du lait dit humanisé, en fait du lait pasteurisé, ainsi que des biberons et des tétines dûment stérilisées. Le tout est à un coût minime. D'ailleurs, la fréquentation des cliniques et dispensaires est parfois conditionnelle à cet accès au lait pasteurisé. Les gouttes de lait et autres organismes à vocation similaire sont des œuvres de bienfaisance. Leur financement provient en partie de levées de fonds organisées par des femmes de classe sociale aisée, qui s'impliqueront aussi bénévolement dans les cliniques communautaires. Les gouttes de lait ont graduellement laissé la place à l'État. En effet, l'État-providence, qui prend son envol dans les années 1960, les a remplacés en prenant en charge les services de santé, dont ceux liés à la périnatalité. On peut penser aux cours prénataux offerts dans les CLSC et aux guides Mieux vivre avec son enfant, qui en sont de bons exemples.